3, 2, 1. Bonsoir tout le monde. Ce soir, à Dans le Mille, on regarde qui est-ce qui va être sélectionné premier au repêchage LNH 2025. Après ça, je fais un petit survol de la AHL. On regarde qu'est-ce qui se passe avec le Rocket et d'autres joueurs jeunes qui commencent une super belle saison. Bon épisode à tout le monde. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 8 de Dans le Mille. On se retrouve encore cette semaine, un épisode assez intéressant sur qui sera repêché premier au repêchage, comme j'ai dit. Euh, Écoutez, avant de rentrer dans les sponsors, je voulais quand même mentionner, là, c'est drôle parce que je pense que ça va être le cas pour plusieurs podcasts où cette semaine ils vont arriver, puis le premier truc qu'ils vont vous dire, c'est bon, finalement, vous voyez, avec les Canadiens, il fallait pas paniquer. Donc, c'est ça, juste souligner que les Canadiens ont gagné 3 de leurs derniers 4 matchs. La dernière victoire contre Edmonton la semaine dernière, on en avait parlé. J'avais dit que c'était pas, ça m'inquiétait pas trop les problèmes de début de saison du Canadien. Puis là, maintenant, on les voit justement tourner ça un peu. C'est cool de voir que les jeunes sont capables de s'adapter autant que ça, puis qu'il y a encore du bon leadership. Écoutez, je doutais pas, mais ça fait toujours du bien de voir les Canadiens gagner, on va dire. Euh, Avant de commencer, comme d'habitude, eliteprospect.com, le site de statistiques gratuit le plus complet. Si vous avez l'abonnement premium, il est encore plus complet. Et avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais pour un abonnement annuel. Donc, eliteprospect.com, DLM30. Sinon, perfoelite.com pour tous vos besoins d'entraînement hors glace ou sur glace. C'est à perfoelite.com que ça se passe. Une équipe d'entraîneurs complets, que ce soit conditionnement physique, de l'entraînement sur glace, de l'aide avec le mental. Ils ont tout là-bas. Bon, maintenant, rentrons dans le sujet principal. Donc, la question est vague. Qui sera repêché au premier pour le repêchage 2025? Puis en fait, ce que je voulais plus regarder avec ce sujet-là, c'est un peu, on est rendu à cette période de l'année où tout le monde, ben en fait tout le monde, tous les scouts amateurs sur Internet sortent leur liste de début de saison pour le repêchage 2025. Et on a eu quelques surprises, notamment dans la liste de Proudman, mais c'est qu'on commence à voir un peu que cette année, le premier choix ne sera pas un consensus. Ça ne sera pas comme l'année dernière avec Macklin Celebrini. Et ça fait pour une discussion qui va être assez intéressante. Écoutez, ce soir, là, je ne vais pas décider qui est-ce qui va être le premier au repêchage. Il reste encore deux autres listes à sortir pour tous les analystes. Donc, ce soir, je vais juste regarder un peu c'est quoi les trends, vous donner une petite idée de justement quand vous regardez ces espoirs-là, pourquoi est-ce qu'une équipe irait reprendre un certain joueur, pourquoi un autre. Et puis juste donner une idée un peu de c'est quoi un peu qu'est-ce qu'on voit en commun dans toutes les listes de début de saison. Moi, j'en ai sorti une aussi si jamais vous voulez voir sur mes réseaux Blue Sky et X, mais c'est seulement des joueurs de la LHJMQ parce que c'est ça mon focus cette saison, mais c'est une liste de top 10 espoirs LHJMQ. Et puis je vous l'annonce aussi, la semaine prochaine, je reçois Adi Kalakesh de eliteprospect.com qui lui aussi est un scout LHJMQ. Donc, on va comparer un peu nos listes, on va discuter un peu de la sienne. Donc, pour cette semaine, je mets ça de côté, puis on parle des listes vraiment qui couvrent toutes les autres ligues, pas juste la LHJMQ. Donc, dans pas mal toutes les listes, on a un consensus de 4 joueurs qui peuvent être premiers. C'est quand même beaucoup. Là. Quand on pensait qu'au début de l'année, il y aurait juste James Higgins qui serait premier, il y aurait le potentiel de, tu sais, s'il commençait la saison rapidement, bien, ça pourrait être le choix consensus numéro un. Maintenant, finalement, on se retrouve avec une liste de 4 joueurs. Si vous suivez ça un peu, vous savez c'est qui. Missa, un centre. Martone, Porter Martone, qui est un grand allié. On voit aussi James Higgins, bien sûr, et puis Matthew Schaefer, qui est un défenseur ultra mobile. Euh, donc là, en ce moment, tu sais, pour prédire qui est-ce qui sortirait premier, il faudrait savoir c'est quelle équipe qui prendrait premier, parce que je pense que c'est un cas où les 4 joueurs ont vraiment des qualités similaires, pas dans le sens qu'ils jouent pareil, mais que les 4 peuvent amener énormément à une équipe, puis ça va être extrêmement proche. C'est pas un cas où, admettons, tu as un joueur vraiment complet qui va t'aider partout, puis les 3 autres joueurs, ça va être des one-trick pony, si on peut utiliser cette expression-là. Donc des joueurs qui sont élites à un endroit
mais qui sont moins bons ailleurs. C'est vraiment quatre joueurs que toutes les équipes, n'importe quelle équipe qui finit dernier puis qui normalement choisirait premier, va devoir considérer ces quatre joueurs-là parce que c'est quatre joueurs vraiment presque de la même qualité. Donc, pour le moment, je me suis amusé un peu. Qui est-ce qu'on pourrait voir potentiellement repêcher au premier rang et puis qu'est-ce qui serait un peu logique pour eux d'aller prendre et ça peut peut-être nous donner un peu une vision de qui pourrait sortir là quand on va arriver en juin 2025, ce qui est quand même dans un petit bout, je le rappelle. Donc en premier, là, si on regarde les derniers de la Ligue cette année, ça serait Chicago. Puis Chicago, on les a vus, ils sont allés chercher du talent défensif l'année dernière avec Lev Shunov. Bon, je dis défensif, mais Lev Shunov est très offensif. Cette année, on le voit un peu, pas laisser de côté son jeu défensif, mais on voit beaucoup plus d'amélioration dans son jeu offensif que défensif. Ce que j'ai vu qui frustrait un peu de fans de Chicago. Euh, mais ça les met dans une situation où Chicago, en fait, ne peuvent pas vraiment faire de mauvais choix, selon moi. Dans le sens, est-ce qu'ils vont prendre Higgins pour jouer à côté de Bedard, pour faire un premier trio incroyable? Est-ce qu'ils vont prendre Misa pour faire un one-two punch excellent? Donc, premier centre, deuxième centre, Bedard Misa, c'est quand même, ça fait peur. Ou bien est-ce qu'ils vont prendre Porter Martin, ajouter un peu de taille à côté de Bedard? Ou bien est-ce qu'ils vont prendre Matthew Schaefer? Parce qu'on sait que à Chicago, justement, on regarde Lev Shunov, on regarde Korchinski. C'est tous des défenseurs qui s'en viennent, qui, selon moi, vont être bons, mais qui ont potentiellement plus un upside offensif que défensif. Surtout Korchinski, pour qui, en tout cas, ça a été un petit peu difficile d'avoir sa place en LNH pour le moment, mais ça va arriver. C'est juste que je ne suis pas encore convaincu que ça va être vraiment two-way. Ça va peut-être être un peu plus le côté offensif qui va amener une équipe. Puis si finalement Lev Shunov arrive, ben, ça fait que tu en as deux que les deux sont capables de jouer la défense. Là, il n'y a aucune question là-dedans. Mais ça va faire peut-être une défense qui est un peu trop axée sur l'offense. Moi, ce qui me ferait questionner Schaefer à Chicago, c'est oui, Schaefer est excellent, mais encore une fois, on parle d'un défenseur two-way. Alors que ce que Chicago aurait peut-être besoin, c'est justement d'avoir un peu leur Caden Goulet, là, juste pour faire une comparaison avec les Canadiens. Donc, plus dans le sens un défenseur qui fait mal puis qui peut fermer un peu plus la porte. Sinon, bien sûr, je sais que les Canadiens ont gagné leurs trois matchs leurs trois des derniers quatre matchs qu'ils ont disputés, mais je pense pas qu'on peut les enlever de la contention pour avoir un choix au repêchage. Quand on regarde les autres équipes, en ce moment, ils sont en compagnie de San Jose pourrait être pire qu'eux, mais les autres, c'est Nashville, vont remonter à un moment donné dans la saison. Je ne peux pas croire qu'ils vont rester là toute la saison. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même encore des chances que les Canadiens choisissent premier au repêchage. Premier, peut-être des faibles chances, mais bon, on va quand même. C'est quatre joueurs qui pourraient être disponibles pour le Canadien, donc c'est intéressant à les voir. Euh, Est-ce que là, cette année, quand ça marchait pas, il y avait beaucoup de critiques des Canadiens qui disaient euh, Nick Suzuki, c'est pas un vrai premier centre. Au Canadien, on est dans le trouble parce qu'on n'a pas de premier centre. J'ai vu des gens qui disaient peut-être qu'on pourrait faire jouer Demidov au centre. Écoutez, à voir avec le développement quand Demidov va arriver. Ça, je fais confiance à l'équipe de développement rendu là. Je suis content qu'on ait Demidov à voir où est-ce qu'il va être le plus utile. Mais là, maintenant, ça pose la question, est-ce que si les Canadiens arrivaient avec le premier choix, est-ce qu'il faudrait aller chercher Michael Misa qui pourrait potentiellement être un premier centre avec un bon upside offensif? Est-ce que c'est ça qu'on pourrait voir le Canadien faire? Je pense que si le Canadien se retrouve avec le premier choix au repêchage et que Missa continue dans sa lancée, parce que c'est ça aussi, je le rappelle pour une troisième fois, c'est juste des listes de début de saison. Quelqu'un pourrait se blesser, quelqu'un pourrait descendre en production, mais si Michael Missa continue sa production comme ça, est-ce que le Canadien va le prendre dans l'espoir qu'il devienne le premier centre tant espéré qu'on parle depuis si longtemps avec le Canadien? Puis sinon, il y avait Snake du podcast Processus aussi qui montait un cas qui est. Puis, écoutez, je pense pas que c'est le seul qui a eu ça comme idée dans la tête. Il y a plusieurs personnes qui l'ont eu. Moi aussi, j'y avais pensé. Mais je pense que c'est le seul avec une autre grosse plateforme qui l'a un peu manifesté, si on peut dire ça comme ça. Si c'est quelque chose dans lequel vous croyez. Mais qui avait dit Matthew Schaefer à Montréal, ça serait assez logique. On vient ajouter un premier défenseur qui est élite, qui bouge beaucoup, qui est two-way, parce qu'à Montréal, oui, on a Lane Hudson, mais Lane Hudson est purement offensif. Oui, il s'améliore défensivement, on peut le dire autant qu'on veut. Il est petit. Ce qui amène, c'est vraiment de l'offense. On ne changera jamais le fait que c'est un défenseur offensif. Et puis, on a Caden Goulet qui, lui, patine super bien, mais tu sais, finalement, sa priorité, là où est-ce qu'il brille le plus,
c'est la défense. Donc, tu arrives, puis tu ajoutes Matthew Schaefer, qui est élite, qui patine tellement bien, qui est utile en défense et en offense. Tu pourras avoir un premier défenseur, justement, ultra complet. Puis je pense que les Canadiens peuvent se permettre d'aller prendre un peu ce risque-là, là, juste dans le sens de prendre le risque d'avoir une défense trop offensive. C'est mélangeant tous ces termes. Mais Montréal, justement, je pense que Schaefer, ce serait une des équipes qui viendrait le mieux compléter. Puis il ne faut pas oublier que Rainbacker s'en vient aussi. Lui aussi, on dit souvent que son côté offensif est sous-estimé, mais je pense qu'à la fin de la journée, ça va être quelqu'un avec une portée offensive quand même limitée, même si c'est vrai qu'elle est sous-estimée, mais ça va être quelqu'un qui va justement faire mal, faire des belles relances. Matthew Schaefer pourrait vraiment bien rentrer là-dedans, sans justement à ce qu'on ait à échanger, parce qu'admettons, si Chicago ont le premier choix puis ils vont prendre Matthew Schaefer, bon, ben, peut-être que la suite des choses, c'est qu'ils ont à échanger un Korchinski, sûrement pas un Leshunov, mais un de leurs défenseurs pour avoir une défense un peu plus balancée. Si les Canadiens vont prendre Matthew Schaefer avec leur choix au repêchage, je pense pas qu'ils ont besoin de rebalancer nécessairement les choses. Je pense que ça rentre déjà bien dans les pièces qu'ils ont en ce moment. Sinon, San Jose, c'est super simple. Eux, ils vont regarder la saison au complet. Ils peuvent se permettre de prendre un joueur n'importe où. Oui, ils ont Sam Dickinson, ils ont des prospects partout. Donc, justement, est-ce que tu vas aller prendre Higgins pour faire un dynamic duo sur ton premier trio de deux des meilleurs espoirs récents américains? C'est une possibilité. Est-ce que tu ajoutes de la taille avec Martin? C'est une possibilité. Ils pourraient même aller prendre McQueen si finalement, au retour de sa blessure, c'est ça qu'ils ont envie de faire. Pas Chicago, excusez-moi. San Jose peuvent vraiment se permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est un beau luxe. Donc, on pourrait les quatre noms sont valides pour Chicago, pour San Jose. Sinon, pour le fun, je voulais quand même parler d'un scénario qui est très hypothétique parce que on n'est pas encore rendu là. Mais avec les Pingouins de Pittsburgh qui ont annoncé en fait, qui ont annoncé, c'est des rumeurs autour de la ligue, mais comme quoi Carl Dubas aurait dit que tous les joueurs sont disponibles dans l'alignement à part Crosby. Si, admettons, on voyait là, les Pingouins réussir à se défaire de plein de gros noms et puis qui finissaient en contention pour un choix de loterie, ben, je trouve que ça serait quand même très drôle d'avoir Michael Misa au Pingouin parce que ça ferait un peu la succession de Crosby. Bon, est-ce que Misa, on parle du même talent que Crosby? Pas du tout, mais on parle quand même d'un centre très bon offensivement avec un très bon esprit de hockey qui travaille fort partout. Donc, ça serait très drôle que le leg de Crosby à Pittsburgh, ça soit comme une version peut-être un peu moins bonne que lui, mais quand même une espèce de mini Crosby. Sinon, enlevons le contexte du repêchage. Je veux juste parler des prospects un peu, sans le contexte de quelle équipe va aller le prendre, parce que comme je dis, c'est vraiment un segment que j'ai fait pour le fun, là, parler dans quelle équipe. C'est beaucoup trop tôt pour le savoir, puis il y a plein de choses qui pourraient changer. Si vous l'avez vu notamment avec Pittsburgh. Là, on est au début de saison, fait que je pourrais même dire qui est-ce que Nashville pourrait aller prendre avec leur choix de premier overall, même si on le sait quand même relativement bien que ça n'arrivera pas, à moins qu'ils décident de rebuild 6 mois après être allé dépenser tellement au marché des agents libres. Donc, des points intéressants à considérer quand même dans la course de premier overall. Je pense que à chaque année, on a tendance un peu à rentrer dans le hype, dans la tendance pour qui est-ce qui va être au premier choix, puis de un peu oublier à quel point est-ce que l'autre choix est bon. Euh, James Higgins, c'est pas un joueur dégueulasse du tout. Il y a beaucoup de gens qui disent que justement quand il est NCAA, c'est comme s'il était plus vite que ses autres. Il s'est pas encore adapté à la vitesse, mais dans le sens, pas comme un joueur, hey, finalement, il est arrivé dans une ligue puis c'est trop vite pour lui. C'est dans l'opposé, dans le sens, les joueurs avec lesquels il joue ne lisent pas ses jeux, ne réagissent pas à ses jeux autant vite que ce qui marcherait pour lui. Puis il y avait Daniel G de Elite Prospect qui a posté sur Blue Sky une stat super intéressante. Donc ça, il nous dit que James Higgins a une saison qui est vraiment malchanceuse. Avec ses 9 matchs, il a marqué un but sur 23 tirs. Donc ça, c'est un taux de réussite de tir de 4% comparé à 22% l'année dernière. Pour vous mettre en contexte, c'est comme Reinhardt l'année dernière. Les gens disaient cette année, c'est sûr qu'il va moins produire parce que son pourcentage d'efficacité de tir, le nombre de pourcentage de tirs que quand il les tire, il rentre dans le but, était beaucoup trop haut. Si vous allez voir la saison où Nugent Hopkins avait mis 100 quelques points, c'est la même chose. Les gens disaient la saison prochaine, ça va descendre parce qu'il a été chanceux. Il y a un gros pourcentage de ses tirs
qui sont rentrés. James Higgins, cette saison, c'est l'opposé. Quand on parle, si c'était 9, 10, 11%, OK, peut-être que finalement, il choisit juste mal ses tirs, puis peut-être que, je ne dis pas que c'est pas un problème, peut-être qu'effectivement, il faudrait que soit qu'il tire plus, soit qu'il prenne des meilleures décisions de tir, soit qu'il raffine son tir, peu importe. Ce qui est important quand même à noter, c'est que 4% sur 23 tirs pour un attaquant de son calibre qu'on sait qu'il peut marquer, il y a sûrement un facteur de chance là-dedans, et puis sûrement que ça va s'améliorer au courant de la saison. Peut-être, ça ne va sûrement pas revenir aux 22% que c'était l'année dernière, mais on s'entend que, même si ça montait, admettons, à 10%, ça fait quand même 2 fois plus de tirs qui rentrent dans le but. Donc, intéressant à prendre en compte. Sinon, si on parle de Matthew Schaefer, je pense que ce qui est intéressant avec ce joueur-là, puis avec ce type de joueur-là, c'est que justement, c'est pas le type de joueur. Je pense que c'est le type de joueur autour duquel les équipes ont un peu peur euh, de repartir, d'aller prendre un premier choix. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que quand, admettons, tu vas demander à une équipe, euh, c'est qui ton joueur idéal autour de qui bâtir, ils vont te donner, soit un grand centre super bon, des joueurs robustes ou bien un défenseur un peu plus gros. Ils vont pas nécessairement euh, te dire, bon, un jeune défenseur two-way avec qui dépend beaucoup de son coup de patin. Je pense que ça explique beaucoup pourquoi est-ce que Ishier, bon, mettre en contexte avant, là, Cale Makar jouait dans la BCHL, donc ça aussi, ça en explique énormément. Mais je pense que c'est un argument de plus sur pourquoi est-ce que Ishier a été pris au-dessus de Makar en 2017, parce que New Jersey, ils se disent, puis d'un certain point, ils ont raison. Bon, c'est sûr que si aujourd'hui ils pouvaient avoir Makar, certainement qu'il le ferait, mais tu sais, Ishier, c'est un excellent joueur autour de qui bâtir. Il t'aide partout. Il y a des stats, avancées hors de ses points qui sont quand même excellentes. Il gagne des mises au jeu, il est impliqué dans le jeu offensif-défensif. C'est vraiment un leader, puis le type de joueur autour de qui tu veux bâtir. Fait que ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que certaines équipes seraient potentiellement, on verra le soir du repêchage, peut-être que pas du tout, peut-être que Kyle McCarr, ça a donné peur à tout le monde, puis que finalement, ils ne referont plus jamais cette erreur-là, mais ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que une équipe voudrait plus aller prendre justement un attaquant comme Higgins, Martin, Missa, McQueen, je pense pas à cause de la blessure, mais on verra quand il va revenir, là, c'est juste début de saison, mais pourquoi est-ce qu'une équipe voudrait aller prendre un joueur comme ça au-dessus d'un Matthew Schaefer qui est peut-être moins l'archétype de joueur autour duquel tu veux bâtir, même s'il amène tellement à une équipe, là, c'est fou. Euh, Sinon, je voudrais rentrer un peu dans la liste de Proudman, mais juste avant, on regarde une petite situation qui va être intéressante à regarder. C'est en fait les deux joueurs suédois qui sont cotés les plus hauts au repêchage dans la plupart des listes, c'est Frondel contre Eklund. Et puis, bon, écoutez, en ce moment, Frondel est super grand, commence à bien performer dans sa ligue après un début de saison difficile. Donc, tous les signes pointent pour qu'il soit pris plus haut que Eklund, mais une grande surprise que j'ai eue quand même en regardant beaucoup de listes de début de saison, c'est à quel point est-ce que ces joueurs-là sont proches. Donc certes, il y a des listes où vous allez voir Frondel 6e puis Eklund 17, 18e dans ces eaux-là, mais il y a aussi des listes où, admettons, Frondel va être 7e, Eklund va être 8e. Donc j'ai hâte de voir comment est-ce que ça évolue. C'est sûr que Eklund a eu un meilleur début de saison. Il produit super bien en hockey Alaskan. Je l'ai mal prononcé, c'est sûr, mais en gros, la deuxième ligue de Suède. Il patine super bien, fait beaucoup d'efforts, n'a pas peur d'amener la puck au filet, vraiment un joueur confiant, alors que Frondel, lui, a eu un début de saison un peu plus tiède. J'ai hâte de voir, justement, je pense que juste à cause de l'archétype de joueur que Frondel est, ce qu'il peut amener, c'est peut-être qu'avec son début de saison, il y a des gens qui se disent, ouais, peut-être que l'upside va être moins gros, mais ça reste que c'est un joueur qui est ultra utile pour une équipe professionnelle. Donc j'ai hâte de voir. C'est sûr que si la saison de Frondel continue à s'améliorer comme elle a fait depuis les une, deux dernières semaines, bon, il risque de vraiment sortir plus tôt, mais si Eklund continue à impressionner puis à être intelligent comme il est en ce moment, on pourrait peut-être avoir une surprise le soir du repêchage, même si le profil de Frondel est beaucoup plus excitant. Bon, maintenant, je voulais parler de la liste de Proudman parce qu'il y a eu pas mal de surprises. Déjà, lui, euh, déjà dans la liste de Proudman, le premier choix aussi, c'était dans les quatre que j'ai dit, lui a mis Porter Martone.
Euh, Déjà ça a surpris quelques personnes. Je pense que ça a été une des premières grosses listes majeures où justement on réalise que hey, Hagen, ce n'est peut-être pas le consensus. Donc déjà il y a eu ça. Écoutez, n'importe quel des quatre joueurs que vous mettez en premier, moi je suis relativement d'accord avec vous. Je pense qu'il est trop tôt. Tu sais, c'est une des raisons aussi pourquoi moi je fais pas de liste de début de saison. Je ne regarde pas assez de matchs pour justement en tout cas, dans ces ligues-là, là, je regarde beaucoup de matchs à la GMQ, mais pas nécessairement dans les autres ligues, surtout en Europe, NCAA, pour choisir un des quatre. Donc, je pense que les quatre, c'est quand même valide, mais ça a quand même fait un choc pour certaines personnes de justement avoir une grosse liste, avoir Porter Martin en premier et non James Higgins. Sinon, des autres noms notables, il a mis Malcolm Spence 27e. Je pense que dans même les listes que j'ai vues de gens qui l'aiment moins, je ne l'ai pas vu autant bas que 27e. Je l'ai vu peut-être 17, 18e. Euh, Malcolm Spence, certes, a eu un début de saison un peu moins productif, mais il est grand. Moi, c'est sa vitesse qui m'impressionne beaucoup. Il est tellement dynamique. À chaque fois, il bouge la rondelle. Euh, il monte la rondelle, le haut de la glace vraiment rapidement. Tu sais, moi, c'est le mix de vitesse et de grandeur. Ça m'étonnerait que Spence tombe jusqu'à 27e. Bon, peut-être que Pronman l'aime pas mal moins. Puis écoutez, peut-être que moi, je me trompe complètement. Là, ce début de saison, on le sait pas. Mais moi, à mon avis, Malcolm Spence est trop safe et a trop des attributs qui sont recherchés. Donc, un grand joueur avec un scaling comme ça, qui certes produit peut-être pas autant qu'un Porter Martin, mais qui produit quand même au-dessus de points per game dans sa ligue, ça ne descendra pas jusqu'à 27e. Sinon, il a mis Carbonneau de Blainville, 10e. Vous pouvez aller voir mon analyse sur notre chaîne YouTube de Carbonneau. Carbonneau, 10e, c'est quand même très haut. Je pense que c'est la liste où je l'ai vu le plus haut. Je pense que après son début de saison explosif, un autre joueur qui mélange des super bonnes mains avec une taille, avec du jeu physique, dans lequel il devient de plus en plus à l'aise. Carbonneau, on a vu une belle amélioration cette saison comparée aux saisons passées. En fait, à la saison passée à la GMQ au niveau du physique. Mais est-ce qu'il est rendu assez constant, assez, je peux pas dire intelligent, mais avec un assez bon hockey sense pour être considéré 10e? Moi, c'est pas pour le moment, c'est pas là que je le mettrais. C'est sûr qu'il a le potentiel d'aller dans ces eaux-là, dans les listes de mi-saison, de fin de saison, dépendamment de ses performances. Mais pour le moment, je pense qu'il manque encore de constance, puis que on le voit pas encore, on le voit pas encore avoir la meilleure prise de décision tout le temps. Donc moi, c'est ces petits aspects-là qui me manquent pour dire que justement c'est un joueur solidifié de top 10. Mais bon, Brownman, lui, l'a mis au 10e rang, puis avec les mains et la taille de Carbonneau, je comprends totalement. Sinon, il a mis aussi Caleb Desnoyers, un autre prospect sur lequel j'ai fait une analyse, que j'aime beaucoup, 7e. Caleb Desnoyers, 7e, moi je suis totalement en accord avec. Comme je vous ai dit, j'ai pas de liste, donc je dis pas que je suis en accord dans le sens où il est au même endroit dans ma liste, mais je dis que un joueur qui a commencé à montrer son upside offensif au complet dernièrement, qui a montré que potentiellement ça pourrait vraiment être un premier centre, il mérite d'être dans le top 10, puis même peut-être plus proche du top 5 que du top 10. Encore une fois, à voir est-ce que cette production-là est dure pour le restant de la saison ou bien est-ce qu'à un moment donné, ça va se calmer? Bon, si ça se calme, peut-être qu'on va avoir une différente discussion, mais pour le moment, ça a monté. Puis tous les derniers matchs, moi, je le trouve constant. Je trouve que c'est très difficile de trouver des choses à reprocher à Caleb Desnoyers. Et c'est pour ça que moi, je le vois, en ce moment, je le vois plus proche du cinquième choix que du 10e choix, admettons. Donc, Corey Pronman, septième choix. Écoutez, si vous avez votre futur premier centre au choix numéro 7, c'est quand même un très bon choix. Donc, à voir. Bon, je pense que ça fait pas mal le tour pour ce que je voulais dire sur le repêchage 2025 pour le moment. Quand Jules va être de retour, on fait un peu plus, on va en faire plus de contenu là-dessus aussi. Plus la saison va avancer, plus on va en faire. On continue les analyses aussi. Et puis, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, l'épisode est avec Adi Kalakesh de Elite Prospect. On va parler de nos top 10 espoirs. Lui, en fait, c'est un top 15 de la LHJMQ. Donc, on continue ça la semaine prochaine et puis dans le courant de la saison. Maintenant, pour finir l'épisode, je voulais parler du Rocket. Écoutez, depuis le début de la saison, j'ai parlé du Canadien, mais je n'ai pas parlé du Rocket. Et pourtant, le Rocket performe beaucoup mieux que le Canadien. Le Rocket a 12 victoires, 2 défaites seulement. C'est vraiment rafraîchissant parce que l'année dernière, on voyait des jeunes joueurs performer bien. C'était le fun de voir Joshua Roy, mais le Rocket ont atteint 12 victoires. RDS venait juste de mettre une stat, je pense que c'est en janvier qu'ils avaient atteint 12 victoires. Donc, après 31 matchs joués, comparé à en ce moment, ça a pris 14 matchs pour avoir 12 victoires. C'est quand même une saison, un début de saison incroyable du Rocket. Et ce qui est ultra
ultra encourageant dedans. C'est qui est-ce qui drive le Rocket, c'est pas les vétérans. Pour le moment, oui, il y a Barré Boulet qui a une excellente saison de 13 points, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de la performance des jeunes. Bon, Méchard, j'aurais aimé ça en parler plus, mais malheureusement, il s'est blessé, mais il est quand même à 5 points en AHL. Joshua Roy, on voulait lui donner un petit peu un coup de pied dans les fesses en le redescendant à Laval, en fait le descendant, en l'assignant à Laval dès le début de la saison. Il n'a pas joué un match pour le Canadien cette saison, mais clairement ça marche parce que lui aussi est à 13 points. On a eu Mayu qui lui avait fait un petit saut chez le Canadien. Bon, chez le Canadien ça a moins bien marché, mais clairement en AHL il est au-dessus du niveau. Déjà que la saison dernière c'était incroyable, là, il est à 12 points. Sinon des joueurs qui ont peut-être pas des au-dessus de points par match, donc autant impressionnants que les autres, mais quand même. Engstrom et Beck jouent extrêmement bien. Puis je trouve que c'est vraiment cool qu'ils aient du temps pour se développer un peu en HL, gagner de la confiance. Je pense pas que ces joueurs-là auraient autant bien performé s'ils avaient commencé. Justement, si on avait été obligé, admettons, de mettre Beck en LNH parce qu'on avait échangé de Vorak, admettons. Je pense que c'est super bon que Beck et Engstrom passe du temps en AHL pour le moment, puis clairement, ils sont en train de prendre leur aisance. Je suis vraiment content du résultat aussi de Beck, tout ce qu'il faisait bien dans la ligue OHL. Il continue à le faire super bien au niveau AHL. C'est un joueur qui se place super bien, qui travaille fort, qui a un gros côté physique. Donc, tu sais, encore une fois, est-ce qu'on parle du futur premier centre du Canadien? Non. Est-ce qu'on parle du futur deuxième centre du Canadien? Non. Mais est-ce qu'on parle d'un excellent centre de 3 ou 4e trio, un excellent joueur de bottom 6 qui a du physique et qui en plus peut amener des points? Absolument. Moi, je pense que c'est ce joueur-là qu'on a, puis c'est ça qui est en train de prouver. Sinon, Dobesh avec 9-11, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ses premiers pas dans la LNH. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais j'ai hâte de le voir. Et puis, sinon, au nom de Jules, il fallait aussi que je vous parle de Jared Davinson, un joueur qu'on était allé prendre en 5e ronde. Euh, un peu plus âgé que les autres, donc il a 22 ans. Il a 8 points en 11 matchs. Mais Jared Davidson, c'est juste. La saison dernière, il était in and out de l'alignement de Laval. On l'a vu faire des rôles surtout de bottom 6. Puis cette année, euh, puis Jules l'avait beaucoup aimé la saison dernière. Un joueur vraiment complet, qui a un bon tir, une belle vision et un bon jeu physique. Puis là, cette saison, on le voit, puis il y a du temps de jeu sur le deuxième trio, sur le troisième. Tu sais, il y a un plus gros rôle, puis finalement, il marche tellement bien là-dedans. On voit que le coach lui fait pas mal, Pascal Vincent lui fait pas mal confiance. Puis Jared Davidson, à chaque fois que quelqu'un lui fait confiance, on dirait que c'est comme un cadeau qu'il n'arrête pas de donner pour traduire l'expression anglaise. Jared Davidson, c'est comme à chaque fois que tu lui donnes un petit peu plus de responsabilité, il te prouve qu'il peut le prendre. Donc, est-ce que éventuellement, ça serait cool de le voir être monté en LNH, justement pour peut-être remplir un rôle un peu comme Condotta fait en ce moment? Ça pourrait être vraiment cool de lui donner une chance parce que pour le moment, il n'a pas déçu. Quand il y avait un petit rôle l'année dernière, il s'est pas plaint, il l'a fait à merveille. Puis là, avec un peu plus gros rôle, il fait bien. Tout va super bien. Donc, un bon leader dans l'équipe, je pense. Et puis, c'est un gars avec aussi beaucoup d'expérience. Il avait fait partie de Seattle quand il était allé en Memorial Cup. Donc, quand même, il amène un bon bagage de leadership. Puis, je suis vraiment content. C'est ça aussi, aller prendre les overagers. C'est amener un peu cette expérience-là. Amener des joueurs un peu plus prouvés aussi avec un choix de repêchage. Puis, finalement, si Jared Davidson joue en LNH, ben, ça va être un des très bons choix de ce repêchage-ci. Maintenant, pour finir, je voulais parler un peu d'autres, sortir un peu de Laval, mais parler d'autres performances en AHL, donc d'autres jeunes qui sont en train d'exceller, et puis des Barracuda de San Jose en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils ont Colin Graff qui a 19 points en 14 matchs et Kagoni qui a 15 points en 14 matchs. Pourquoi ces deux joueurs-là en particulier? Ben, Colin Graff, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue pour le moment. Donc, c'est juste une question de temps avant qu'il fasse le saut en LNH. Puis je pense que ça va devenir un joueur très utile pour San Jose. Ils sont allés le prendre aux agents libres de NCAA la saison passée. Puis finalement, ça marche super bien. Euh, mais pourquoi est-ce que ces deux joueurs-là en particulier? C'est parce que Lucas Gagoni, c'est un choix de 4e ronde. Et Colin Graff, justement, comme j'ai dit, ça a été un agent libre NCAA. Donc, San Jose n'ont pas pour les deux top joueurs de leur AHL en ce moment, n'ont pas dépensé un seul gros choix, donc de première, deuxième ronde, n'ont pas payé un top prospect. Ils ont super bien repêché en 4e ronde, puis ils sont allés chercher un joueur justement libre comme ça, donc c'est excellent à voir. Puis ces deux joueurs, tu sais, qui n'ont pas 27, 28 ans, là, c'est des joueurs jeunes qui vont pouvoir jouer pour San Jose et avoir un vrai impact éventuellement. Sinon, Matejchuk à Columbus,
16 points en 15 matchs, lui aussi, bien hâte de le voir en LNH. Lui, c'était un peu les attentes qu'il y avait sur lui. 12e au repêchage. Si finalement tu vas chercher un joueur avec autant de gros upside offensif, 12e au repêchage, ça va finir par être un super bon choix. Mais Matejchuk, quand il était en junior, performait super bien. Arrive en AHL, performe super bien. Le prochain step, c'est juste d'arriver en LNH et de performer super bien. Même si à Columbus, c'est difficile d'avoir un spot en défense en ce moment. Vous avez juste à poser la question à David Jiricek. Sinon, deux derniers, après ça je vous laisse tranquille, promis. Frank Nazar de Chicago qui avait débuté la saison à Chicago, 3 matchs, 1 point. C'était correct en LNH, mais ils ont décidé de l'envoyer en AHL pour prendre un peu de confiance. Puis finalement, ça marche super bien. 13 points en 11 matchs. Je pense qu'il va passer encore un petit peu de temps en AHL. Ça sert à rien de le rusher, un peu comme ils avaient fait avec Lucas Reichel. Quand ils avaient laissé Reichel en AHL, c'était probablement le meilleur joueur de la AHL pendant qu'il était là. Puis il est arrivé en LNH en confiance, puis qui a montré qu'il pouvait être un vrai joueur d'impact. Frank Nazar, c'est un peu la même chose qui est en train de se passer. Je ne dis pas que c'est le meilleur joueur en AHL en ce moment, mais quand même un des meilleurs attaquants en AHL en ce moment. Si la All-Star Game AHL était demain, c'est sûr qu'il serait dedans. Et puis sinon, un autre joueur très jeune, Édouard Salé. Salé, je ne sais pas lequel il faut dire. Vous me direz s'il y en a qui savent. Un choix de première ronde de Seattle, 9 points en 10 matchs. Et puis Édouard Salé, 19 ans. Donc, il est super jeune. Puis, il y a beaucoup de personnes, justement, qui se demandaient à quel point est-ce que son offense allait bien se traduire au jeu nord-américain. Et puis, clairement, ça marche bien parce qu'il y a 9 points en 10 matchs. Donc, j'ai hâte de voir lui aussi ce que ça va donner. Un grand ailier que Seattle était allé chercher dans la première ronde. Donc, ça pourrait vraiment faire un beau résultat. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon restant de votre semaine. J'espère que la semaine de tout le monde a bien parti. J'espère avoir Jules avec moi bientôt. Pour le moment, on continue avec ce format-là. La semaine prochaine, je reçois Adi Kalakesh. Je vous l'ai dit, on parle d'espoir LHGMQ. Si vous avez des questions sur des espoirs LHGMQ, notre épisode ne sera pas enregistré en direct, mais si vous les mettez en commentaire de cette vidéo aussi, pardon, ou bien en commentaire Facebook, peu importe, envoyez-moi un message, peu importe, je peux lui poser la semaine prochaine, mais c'est ça, on ne sera pas en direct, donc il n'y aura pas l'option de chat comme d'habitude, de laisser des commentaires que je peux lire comme d'habitude. Donc, bonne semaine à tout le monde, et puis n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de Dans le Mille pour regarder nos analyses. Bonne soirée.